Alors vous avez vu le 28 mai dernier, le Sénat a adopté la proposition de loi portée par les Républicains qui interdit les traitements hormonaux et les chirurgies aux personnes transgenres de moins de 18 ans par 180 voix pour et 136 voix contre. Cette loi elle devra ensuite être soumise à l'Assemblée nationale où elle a en fait assez peu de chances de passer dans sa composition actuelle, même si ça peut changer avec les nouvelles élections. Dans tous les cas, cette proposition, elle montre bien le contexte politique dans lequel nous vivons, où les discours réactionnaires ont bon train et peuvent être portés et adoptés dans les instances comme le Sénat. Cette énième loi, elle s'inscrit dans un contexte de montée de l'extrême droite, comme on l'a tous déjà beaucoup discuté cette semaine, avec une extrême droite à 40% aux européennes. Celui qui participe aussi grandement à ce climat, c'est bien le gouvernement actuel qui, malgré sa tentative de vernis féministe et LGBTI friendly, permet en fait la montée de ses discours. Alors il tente de faire croire qu'il se soucie des femmes, la fameuse grande cause du premier quinquennat. Il a inscrit l'IVG dans la Constitution, mais tout en détruisant les services publics, en fermant la maternité des Lilas qui pratiquaient les avortements et différents plannings familiaux. Il fait croire qu'il se soucie des personnes LGBTI en mettant en place une PMA au rabais qui exclut de fait les personnes trans. Bref, Macron et son gouvernement en entier alimentent ce climat, mais les idées réactionnaires, elles ne sont pas l'apanage d'un seul parti. On le voit en ce moment, elles infusent en fait dans toute la société capitaliste et même à l'international, comme aux États-Unis où en mai 2023, c'est plus de 500 textes s'opposant aux droits des personnes transgenres qui ont été déposés. Le capitalisme version 2024, il a quand même un petit goût de rance, de racisme, de sexisme, de transphobie, d'extrême droite au pouvoir ou d'extrême droite montante. Ils disent s'opposer à la théorie du genre, parlent d'idéologie, de politique, mais en fait le genre c'est pas une théorie, ça regroupe en fait un ensemble de normes dont on subit aujourd'hui les inégalités. En tout cas, c'est de tout ça dont on va essayer de discuter dans ce topo. Donc, face à ces attaques et à ce contexte, face aux réactionnaires, comment est-ce qu'on combat cette offensive anti-trans et surtout ses racines. Dans un premier temps, on va revenir du coup sur la situation actuelle et sur la transphobie dans le monde. Ensuite, on va aussi voir le rôle et la construction de la famille. Pour finir, on va essayer de discuter un peu des leviers qu'on a pour changer les choses. Ok, et du coup, je vais essayer de faire sur un petit peu l'état des lieux, notamment en France, sur la transphobie. Donc, comme Antoine disait juste avant, on l'a vu en France, le Sénat il a adopté donc, une proposition de loi qui vise à interdire les traitements hormonaux sur les mineurs et qui menace les médecins qui les prescrivent de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. La proposition, elle vise à raffermir le contrôle sur les prescriptions de bloqueurs hormonaux, notamment. Aux États-Unis, le parti républicain, il a interdit l'avortement dans 14 États sous son contrôle et en parallèle, il a interdit toute transition pour les personnes trans mineures dans 23 États. En Amérique latine, sous Bolsonaro, entre octobre 2020 et septembre 2021, c'est 125 personnes trans qui ont été tuées. Et selon un rapport publié en mai par HRW, il y a 217 projets de loi qui ont été déposés au Brésil depuis 2014, parmi lesquels il y a une poignée qui a été réellement adoptée, dans le but de proscrire l'enseignement du genre et de la sexualité dans les écoles. On voit aussi un retour ou un développement des courants religieux des plus réactionnaires qui s'attaquent aux droits des personnes LGBTI, que ce soit le pape qui traite les homosexuels de PD, les mouvements évangélistes spécialistes de la thérapie de conversion aux États-Unis, ou l'ouverture d'un centre de conversion et de réhabilitation pour les homosexuels et ceux qui s'éloigneraient de la religion musulmane en Malaisie en 2023. Ces textes de loi et l'accroissement de la violence, ils prennent place aussi dans une surenchère des discours réactionnaires par les politiciens, mais aussi par les journalistes et autres invités de plateaux télé. Vous avez sans doute entendu parler là, mais en France, les transphobes comme Dora Muto et Marguerite Stern et leurs soi-disant discours féministes, elles ont été quand même invitées à faire des tours de plateaux télé pour présenter leurs livres et vomir tous leurs discours transphobes en présentant une société qui serait aujourd'hui en danger face à une transidentité qui se multiplierait. Et elles écrivent sur la 4e de couverture de leur torchon, je cite, ouvrez les guillemets, l'idéologie transgenre est en train de s'infiltrer dans toutes les sphères de la société. Elle se présente comme un simple mouvement pour les droits d'une minorité opprimée. Pourtant, derrière les paillettes se trouve un projet politique néfaste qui s'apprête à bouleverser notre rapport au réel. En fait, elles essaient quand même un peu de créer un sorte d'ennemi intérieur qui aurait tout un programme politique dangereux et hégémonique et qui menacerait l'ordre social.
elles en profitent par la même occasion de défendre tout ce qu'il y a autour de ces normes, l'ordre social en fait établi, la famille traditionnelle et en fait les rapports genrés et sexistes qui en découlent. Pour rappel quand même s'il y a assez peu de chiffres exacts sur le nombre de personnes trans en France, on peut tout de même trouver des chiffres à propos des transitions médicales, alors qui ne permettent pas du tout de constater le nombre de personnes trans en général, puisque la transidentité, ça ne se résume pas du tout à des transitions médicales, certaines personnes y ont recours, d'autres pas. Mais donc sur 8 952 personnes qui avaient l'ALD, donc l'affection de longue durée, l'ALD 31, pardon, donc transidentité en France en 2020. Et on peut estimer à partir des données disponibles pour d'autres pays que cette médicalisation, elle représente environ 5% de la population trans ou non binaire. Les ministères des Solidarités et de la Santé, ils estiment en 2022 entre 20 000 et 60 000, les personnes transgenres en France. Et donc les personnes trans, elles représentent une toute petite partie de la population déjà discriminée, sur laquelle les réacs décident d'appuyer leur discours, de développer une sorte de panique morale via les médias, les réseaux sociaux et les discours politiques ou les lois comme on peut voir là aujourd'hui. Et on observe aujourd'hui nettement une augmentation de ces discours qui sont encouragés sur les chaînes des grands milliardaires comme Bolloré, développé chez Zemmour, Trump ou Milei. Si ces thèmes sont défendus et mis en lumière par une partie de la bourgeoisie aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas d'imperméabilité du reste de la société, vous en doutez. L'idéologie dominante, en fait, elle va infuser dans toute la société, notamment via la presse, Internet, les discours politiques, les sermons religieux, les affiches, etc. etc. On entend en fait souvent, notamment une partie de la gauche qui se dit éclairée et tolérante, progressiste et ouverte d'esprit, raconter que les travailleurs, en gros, ce serait un ramassis d'arriérés racistes, sexistes et homophobes. En fait, ils témoignent surtout par là de leur mépris de classe, mais en fait, oui, il y a des préjugés homophobes qui se diffusent, y compris dans la classe ouvrière, plus généralement toutes les idées réactionnaires, qui sont en fait intégrées par une partie des travailleurs. Mais en fait, ça, c'est surtout parce que ces préjugés, ils sont profondément inscrits dans la société. Par exemple, un exemple pour illustrer ça, c'est qu'un enfant peut très bien insulter un autre enfant en le traitant d'enculé avant même de comprendre ce que ce mot signifie, tellement c'est présent partout dans la société. Si de tels préjugés ont émergé, c'est parce que, au même titre que d'autres préjugés ou stéréotypes, ils ont pour fonction de justifier le rôle central joué par ce qu'on appelle la famille nucléaire dans la reproduction des forces de travail et la division sexuelle du travail. Une famille nucléaire au centre duquel se trouve l'hétérosexualité. Alors bon, bien sûr, les idées et la rhétorique homophobe, elles ont évolué en fonction des mutations de la société, mais il faut rappeler à tous ceux qui font preuve de mépris de classe que, comme l'expliquait Karl Marx, à toutes les époques, l'idéologie dominante a été celle de la classe dominante. Et en fait, les moments où les travailleurs ils s'organisent par eux-mêmes et ils portent en propre leur mobilisation et leur mot d'ordre, ils sont aujourd'hui en fait assez épisodiques et assez rares. Aussi, on va retrouver en fait une multitude de contradictions du système capitaliste qui vont être présents dans l'esprit de celles et ceux qui en subissent aujourd'hui l'aliénation. Ces facteurs ils peuvent expliquer notamment que les idées réactionnaires et l'individualisme ils aient aussi aujourd'hui une influence aussi grande dans notre classe sociale. De plus, il ne faut surtout pas dédouaner en fait, ceux qui ont parlé et qui entendent aujourd'hui encore parler de la classe ouvrière et à la classe ouvrière, comme les syndicats et les partis de gauche. Puisque alors que les partis ouvriers ont été de toutes les luttes progressistes et féministes du début du XXe siècle, que la révolution russe a vu la dépénalisation de l'homosexualité en 1917, alors qu'il a fallu pour ça attendre les années 80 en France, le tournant stalinien voit un abandon progressif des luttes contre les oppressions pour ne plus parler que de droits de la classe ouvrière, faisant en fait une démarcation arbitraire entre les deux et refusant de voir les liens qui peuvent les tisser. Bon, il n'y a qu'à voir comment certains tendent à essentialiser la classe ouvrière comme intrinsèquement réactionnaire aujourd'hui. En gros, il ne faudrait pas parler de questions LGBT parce que ça ne fait pas l'unanimité au sein de la classe ouvrière, ça va diviser le syndicat, les travailleurs ont d'autres problèmes.
Cette forme de discours, elle peut elle peut se voir bien sûr chez un Roussel très sauciflard-pinard, mais aussi en fait chez certains courants décoloniaux qui cette fois font une essentialisation des quartiers populaires, notamment de la population immigrée, allant parfois jusqu'à affirmer que les luttes LGBT c'est un problème de blanc, que du moins c'est une idéologie occidentale, ou même juste que les populations issues de l'immigration, elles se préoccupent pas de ces sujets parce qu'elles ont d'autres problèmes. À l'inverse, il y a une autre forme de gauche qui a fait, elle, de son vernis progressiste, en fait, un camouflage à des politiques extrêmement antisociales, comme c'est le cas, par exemple, de Mitterrand, qui dépénalise l'homosexualité pendant les plans de licenciement immenses qui touchent la classe ouvrière dans les années 80. C'est le cas de Hollande, qui, dans le même mandat, a fait la loi travail et le mariage pour tous. Et c'est évidemment le cas du Parti démocrate aux États-Unis. Hollande, par exemple, il a volontairement fait durer en fait pendant des mois le débat autour du mariage homosexuel, alors qu'il pouvait très bien faire passer sa loi tout de suite, laissant tous les réactionnaires dans la rue, dans les médias, vomir leur haine pour imposer derrière lui un bloc de gauche progressiste, alors même qu'il était en train de détricoter le droit du travail. En fait, c'est les deux faces de la même pièce. Les deux courants de cette gauche font croire à une opposition qui existerait entre le droit des minorités et le droit des travailleurs. Aujourd'hui, ce qui semble dominer en fait dans les discours réactionnaires, mais aussi dans les discours progressistes, c'est en fait une forme d'individualisme poussé à l'extrême. Tout le monde ferait bien ce qu'il veut, mais chez soi, rentrer chez vous, il n'y a rien à voir, y compris sur les lieux de travail. On peut retrouver cette forme en fait d'acceptation individuelle, notamment des collègues LGBT, etc., ou personnelle, et en même temps une haine du groupe, une reprise des idées réactionnaires, homophobes ou sexistes à plus large échelle. Et tous ces discours, ils tendent aussi à alimenter un projet politique plus vaste. On le voit, les discours réactionnaires, c'est une sorte de package quand même. Celles qui font de la transphobie leur cheval de bataille, ils misent aussi sur le racisme, sur le sexisme, sur l'homophobie. Et il ne faut pas non plus négliger les impacts pour tous et toutes portés par ces mesures-là. En restreignant l'affection longue durée, sous couvert d'attaquer du coup les droits des personnes trans, les sénateurs ils proposent aussi de s'attaquer en fait à toute la prise en charge médicale des maladies longues comme certains cancers ou la leucémie. En fermant les centres IVG et les plannings familiaux, on restreint aussi l'accès à toutes les femmes à la contraception, aux sages-femmes et au traitement contre l'endométriose par exemple. En menaçant les médecins qui prescrivent les traitements hormonaux aux mineurs d'amende, on s'attaque en réalité à la prise en charge médicale par les spécialistes de la santé. En psychiatrisant la transidentité, on met sous le tapis la difficulté immense à avoir un suivi psychologique ou psychiatrique efficace aujourd'hui en France, et on ne laisse plus qu'aux personnes les plus aisées un accès à la santé et aux transitions. Alors que 27% des mineurs trans disent ne pas pouvoir faire de transition hormonale en raison du coût de la prise en charge, ces attaques elles vont encore renforcer l'inégalité d'accès à la transition. Les personnes LGBTI, elles sont présentes dans toute la société, il y a des homosexuels dans toutes les classes sociales, une majorité qui appartiennent au prolétariat et une minorité à la bourgeoisie. Il y a donc des victimes de l'homophobie dans toutes les classes, et quel que soit leur milieu ou leur origine sociale, tous les homosexuels ils sont opprimés en tant qu'homosexuels. Mais les effets de cette oppression, ils diffèrent selon la classe. L'homophobie, elle est présente dans tous les milieux, comme je disais, mais il s'ajoute au sein des classes populaires un déterminisme social qui amplifie cette oppression. La sensation de ne pas pouvoir échapper au milieu homophobe, de rester entouré des mêmes personnes, de leurs insultes, de leurs coups, de ne pas pouvoir déménager, vivre ailleurs, s'éloigner de sa famille ou de ses potes. Et le poids de la violence homophobe, il est augmenté par la violence sociale parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. En matière de vécu de l'homophobie, les différences, elles ne sont pas forcément liées au niveau de violence subie qu'aux marges de manœuvre qui sont possibles. Pour caricaturer un peu, avec du fric et des relations, c'est toujours plus facile de s'émanciper d'une famille pleine de préjugés, d'échapper à l'homophobie et d'intégrer un milieu plus protégé, relativement à l'abri des violences et des discriminations, ou simplement de sortir de l'isolement. Avec la casse des services publics, l'augmentation des frais de soins, la difficulté d'obtenir des logements sociaux ou des aides, il y a une forme d'enfermement dans la cellule familiale. Or, la famille, c'est aussi un des lieux les plus marqueurs de l'oppression et de la reproduction de la domination. Bon, l'identité de genre, ça peut sembler être en fait l'intimité même. C'est comment on se sent, comment on s'identifie, comment on se perçoit. Ça semble être un ressenti assez libre et personnel. D'ailleurs, en fait,
tous les discours ont tendance à enfermer les mineurs trans et plus généralement l'ensemble des personnes LGBT dans le cercle de l'intimité. On va leur dire que c'est un choix personnel, qui ne regarde qu'eux, qui ne doit pas avoir d'impact sur le reste de la société. D'une part, en fait, ça c'est un super prétexte pour justifier l'absence absolue de politique publique visant à accompagner et à protéger les personnes LGBT, mais d'autre part, ça leur laisse en fait d'autant moins d'options hors de la famille et du cercle des proches pour poser la question de leur identité. Les sénateurs républicains ils disent aujourd'hui protéger les enfants, notamment en restaurant l'autorité parentale, accent sur le fait que les parents savent mieux ce qui sera bon pour les enfants. Or, cette autorité parentale dans le cercle privé dans lequel évoluent les enfants est évidemment marquée par des structures sociales et par des discriminations. Bon, la famille, elle a une histoire, elle est intimement reliée aux formes d'organisation collective et économique de la société. Les relations entre les hommes et les femmes, les structures familiales, elles ne sont pas du tout restées immuables de toute éternité. Elles ont une histoire, elles ont donc aussi un avenir. Et puisqu'on ne parle pas de la société des abeilles, mais bien celle des êtres humains, c'est un avenir qui peut être construit consciemment et volontairement. Les structures familiales, elles vont évoluer à mesure que la société se développe, mais les systèmes de parenté, eux, ils sont plus ou moins passifs. C'est-à-dire qu'ils vont enregistrer les progrès que la famille fait au cours du temps, mais qu'à de très longs intervalles. Ils ne subissent de transformation radicale que lorsque la famille elle-même s'est déjà radicalement transformée. En gros, tandis que la famille continue de vivre, donc par exemple que de nouveaux modèles de parenté évoluent ou se diversifient, comme on le voit aujourd'hui avec le développement des familles monoparentales ou des couples homosexuels, etc., le système de parenté, lui, par contre, il va s'ossifier, il va rester le même dans les consciences et notamment dans les modèles auxquels on aspire. Il va persister par la force de l'habitude, tandis que la famille réelle, elle, est en train de le dépasser. Alors que la société, elle se répartit en classes sociales, au début de la mise en place des différentes sociétés humaines, certains se mettent à posséder et d'autres non, et les femmes, elles, se voient de plus en plus contrôlées. Ce contrôle du corps des femmes vise à contrôler notamment la production d'enfants, c'est pas un super terme, mais voilà, mais aussi la transmission des biens aux enfants. Bon, pour faire simple, une femme, elle est à peu près certaine de sa maternité, ça c'est lié à la grossesse, tandis qu'un homme, il n'est certain de sa paternité que par un contrôle accru sur le corps de sa conjointe. Dans l'histoire, le noyau économique de nombreuses sociétés, ça va devenir la famille, c'est l'unité de production primaire, c'est celle qui organise le travail, etc., etc. Les femmes, elles vont donc rester au sein du foyer où elles produisent et elles travaillent avec leur conjoint, mais aussi où elles produisent et reproduisent des enfants, ceux qui constitueront le reste de la main-d'œuvre familiale. Bon, s'il existe aujourd'hui des débats autour de la question de l'apparition de l'inégalité de genre en même temps que la propriété privée ou que le surplus, on observe cependant en fait un accroissement de ces rapports inégalitaires de genre en fonction de l'évolution de la propriété privée. Bon, je vais prendre un exemple parmi d'autres. C'est un peu nerd, mais c'est mon data, donc voilà. Lorsqu'au XIIe et XIIIe siècle, on a une forme de crise de l'émiettement des possessions et des patrimoines. Donc en gros, les seigneurs et les bourgeois citadins, ils ont émietté leurs biens en divisant l'héritage entre tous leurs enfants. Ils vont avoir tendance en fait à, au contraire, essayer de regrouper leurs terres et leurs biens et constituer un patrimoine moins friable qui leur donnera plus de pouvoir. Pour ce faire, ils vont donc se mettre à transmettre tous leurs biens, ou du moins la majeure partie, à un seul enfant, en l'occurrence le fils aîné. Et cette concentration du patrimoine, elle coïncide exactement avec l'institutionnalisation du mariage comme un lien indissoluble par l'Église au Concile de Latran en 1215. C'est aussi le moment du renforcement du culte de la Vierge Marie, du développement des monastères féminins qui permettent d'ailleurs d'enfermer les filles cadettes afin d'éviter le développement des branches secondaires de la famille. C'est aussi le développement des procès publics pour infidélité féminine qui vont multiplier les condamnations publiques, les fouets, etc., etc. L'histoire de la famille patriarcale, en fait, c'est marqué par un renforcement du contrôle des femmes, notamment et aussi par la condamnation des déviances sexuelles qui dérogeraient à ce modèle familial hétérosexuel. Chaque mutation dans le système des propriétés et des possessions, mais aussi chaque évolution du système productif économique dans son ensemble, voit une modification au sein des structures familiales. Bon, la Révolution française, elle va en grande partie bousculer ces rapports sociaux. En 1789, la Révolution, elle se présente sous le drapeau de la Déclaration des droits de l'homme, avec des prétentions universelles. Mais en vérité, bon, les intérêts que les dirigeants politiques bourgeois jugent universels, c'est plutôt ceux des possédants, qui se trouvent être plutôt des hommes blancs,
à l'inverse, pour que la masse des pauvres des campagnes, des sans-culottes et des faubourgs accède à la pleine citoyenneté, il a fallu près de 3 années de bouleversements révolutionnaires. Et d'ailleurs, ces mesures, elles ne survivent pas du tout à la vague de réactions qui suit. La ténacité des préjugés misogynes, elle s'explique d'autant mieux en l'occurrence que la citoyenneté, ça impliquait, outre le droit de vote, le droit de porter les armes dans le cadre de la garde nationale. Et donc, aux députés de 1789, les femmes des milieux populaires, ça inspire plus que toute autre chose de la frayeur, en fait, parce qu'elles sont en première ligne des secousses révolutionnaires. Les femmes du peuple, elles se mobilisent spectaculairement au cours des grandes journées de 1792 et 1793. Je vais citer un petit observateur de police de la période qui dit que la notion d'égalité produit une douce impression sur les femmes. Apparemment que, nées esclaves des hommes, elles ont un plus grand intérêt au règne de l'égalité. Les plus politisées, elles fondent le Club des citoyennes républicaines révolutionnaires, notamment avec Pauline Léon et Claire Lacombe, qui mettent en avant un programme radical de salut public qui est assez proche de ceux qu'on appelle les enragés à l'époque. Pendant l'année 1792, il y a de très nombreux progrès qui sont obtenus. Les frères et les sœurs sont déclarés égaux devant la succession pour l'accès à la majorité. Le mariage devient un contrat civil, le divorce est autorisé. Mais quand la bourgeoisie tente de stabiliser son pouvoir une fois qu'elle s'en est emparée et de le raffermir, elle doit contenir les élans populaires et les femmes sont aussitôt celles qui font les frais de cette politique. Dès l'automne 93, les clubs et les sociétés populaires de femmes, sous quelque dénomination que ce soit, sont interdits. La convention thermidorienne, où la bourgeoisie tente de ramener l'ordre et la stabilité et d'affermir sa domination, prend la décision au printemps 95 que toutes les femmes se retireront jusqu'à ce qu'autrement soit ordonné dans leurs domiciles respectifs. Celles qui, à 1 heure après l'affichage du présent décret, seront trouvées dans les rues, attroupées ou au-dessus du nombre de 5, seront dispersées par la force, successivement mis en état d'arrestation jusqu'à ce que la tranquillité publique soit rétablie dans Paris. Bon, Napoléon y met de l'ordre dans la maison de la bourgeoisie une fois passée la tourmente révolutionnaire. Sa dictature militaire, elle consolide sur tous les plans le nouvel État, visant d'abord à colmater les brèches qui ont été ouvertes pendant la Révolution, ce qui a été un souci constant de tout le courant réactionnaire pendant des décennies. Je vais vous parler un peu du Code civil de 1804, qui a pour objet essentiel de régler les principes de droit à la propriété, y compris donc de la propriété privée des femmes, puisque Napoléon dit « La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants, la femme est notre propriété, nous ne sommes pas la sienne ». Au moins c'est clair. Dès lors que les enfants ne sont pas seulement des enfants, mais en fait c'est surtout des héritiers en puissance, le rôle du mariage est de codifier les rapports qui en découlent. Donc la femme mariée n'a aucun droit reconnu. Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. La femme mariée n'a pas d'existence par elle-même, c'est le mari qui décide et contrôle de tout. Bon, alors l'aspect très répressif du Code Napoléon, il ne vient pas seulement de la misogynie personnelle ou des déboires conjugaux de ses auteurs, c'est surtout qu'il est rédigé au lendemain des événements révolutionnaires où les femmes ont été appelées citoyennes, quoique sans jouir de droits politiques, mais qui étaient fortement marquées par la peur en fait qu'une nouvelle égalité entre les hommes et les femmes avait fait naître au sein de la bourgeoisie. L'argent, il est à la base du mariage entre bourgeois et le triomphe de la société bourgeoise a ravalé les femmes au statut de marchandises, y compris dans l'univers de la classe dominante, des marchandises plus ou moins coûteuses à se procurer, plus ou moins précieuses, suivant leur statut. Va donc se consolider le modèle de la famille bourgeoise traditionnelle, celui que défendent aujourd'hui les réactionnaires, une famille fondée sur la domination de l'homme, avec le but exprès de procréer des enfants d'une paternité incontestée, une paternité qui est exigée parce que ces enfants entreront un jour en possession de la fortune paternelle. Mais au même moment, le capitalisme, il va forger les limites de ce modèle et les conditions de son renversement. La famille des bourgeois, elle a certes continué de fonctionner sur son schéma consacré, régie par des considérations d'argent et d'affaires, mais la famille populaire en voit immédiatement entrer dans une évolution menée rapidement, qui est passée de la grande famille villageoise collectivement associée dans le travail à la ferme à la micro-société du couple, unie par des raisons d'affinité avec ses enfants. Parallèlement, l'entrée en nombre croissant des femmes dans la vie de salariés d'usine, ainsi que l'extension en Europe occidentale de la proportion de femmes salariées célibataires, indépendant du coup du cercle de la propriété privée familiale, marque le début d'une époque nouvelle. Ce processus il fait entrer dans des couches de plus en plus larges de la population en contradiction avec le modèle de la famille bourgeoise. Ce qui, naturellement, n'a pas pour autant suffi à empêcher les règles et les conceptions de la classe dominante de se perpétuer dans toute la société.
car aucun progrès social n'est automatique. Donc si les sociétés sont faites du tissu historique de l'oppression des femmes, la constitution de la classe ouvrière, elle, a ouvert une brèche là-dedans. Elle pose cette fois les conditions matérielles d'une égalité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire d'une destruction du genre. Mais si tout cela reste à l'état de possible, le capitalisme il a besoin que cette classe ouvrière elle se reproduise et qu'elle se développe, et ce sont les femmes qui historiquement devaient permettre cette reproduction. Mais de l'autre côté, tout le temps consacré par les femmes au foyer, c'est une forme de temps perdu pour le capitalisme. Ce sont des parts de marché gagnables pour vendre des biens de consommation et surtout du temps de la moitié de l'humanité qui pourrait se salarier et donc produire directement pour les capitalistes. Du point de vue de l'accumulation capitaliste, la vieille famille stéréotypée peut être une source de gaspillage. Le fait que la femme travaille toute la journée n'offre aucune consolation au système. Son travail est un travail qui pourrait être accompli plus efficacement tout en la libérant pour l'esclavage salarié. C'est ce qui se produit petit à petit au cours du XXe siècle où se développe une reproduction en dehors du foyer familial. Une bonne proportion de ces tâches, de quelque manière qu'elles soient financées, dépend d'autres travailleurs et travailleuses dans les écoles, dans les universités, dans les hôpitaux, les bureaux ou les maisons de retraite. Et ces prestations sociales, elles résultent d'une combinaison entre les besoins du capital, par exemple une force de travail mieux éduquée, de l'impact de l'entrée des femmes sur le marché du travail, et enfin des luttes sociales pour l'accès à la santé, à l'éducation, à la sécurité sociale, etc. Aujourd'hui, le capitalisme il tente de maintenir cette séparation publique-privée qui maintiendrait dans la famille les femmes dans le rôle de la reproduction, alors même qu'il offre les possibilités de sa disparition. Il s'agit plus d'une volonté de maintenir la société telle qu'elle, l'ordre social tel qu'il est déjà établi, et de restreindre au maximum les grands bouleversements. Or, la famille est peut-être un carcan et un espace où la domination du genre s'exerce de façon accrue. Dans une large mesure, le capitalisme il a remplacé la petite production marchande, agricole et artisanale par la grande industrie, ce qui a considérablement renforcé la séparation entre les lieux de production, les entreprises, et les lieux de reproduction, la famille, renforçant ainsi la frontière entre la sphère privée et la sphère publique. Et donc cette séparation, vie privée et vie publique, insiste sur le fait qu'il ne faudrait pas s'immiscer dans la vie des gens. On laisse le père de famille ou les parents s'occuper de chez eux, en même temps en tenant paradoxalement des discours homophobes ou transphobes qui imposent un droit de regard sur la vie sexuelle, amoureuse ou même sur l'existence des gens en général. Mais dans tous les cas, c'est une fausse distinction. Évidemment que la sphère privée est empreinte du modèle social. D'ailleurs, l'intimité, c'est quand même au cœur des violences, des rapports de la domination de genre. On voit que la famille, ça peut être synonyme d'enfermement, qu'elle constitue la cellule de base d'oppression pour les femmes et les personnes LGBTI, à cause du poids du patriarcat, de l'hétéronormativité. On rappelle que même que 70 ou 80% des violences sexuelles ont lieu au sein de la famille ou par un proche. Et du côté des LGBTI, c'est au 19e et 20e siècle que naissent les termes homosexualité et hétérosexualité, avec tous les autres termes pseudo-scientifiques de la médecine, de la psychologie et de la police. Le but, c'est de classifier, de caractériser les individus, comme c'est le cas par exemple pour les théories racistes, au nom de la science, mais aussi pour réprimer et renforcer l'ordre moral bourgeois. Et il en ressort aujourd'hui quand même que 60% des personnes trans subissent des violences intrafamiliales, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, soit significativement plus que les lesbiennes, les gays et les bisexuels. Et près d'un jeune trans sur 5 se retrouve exclu du domicile parental en raison d'un conflit, pareil, encore plus que les autres personnes lesbiennes, gays ou bisexuelles. Et il faudra attendre longtemps pour que les choses changent un petit peu, puisqu'il faut attendre 1981 pour la dépénalisation de l'homosexualité en France, 1990 pour que l'OMS retire l'homosexualité de la liste des maladies psychiatriques, et 2013 en France pour le mariage pour tous. Pourtant, il y a toujours des thérapies de conversion, des peines de mort dans certains pays, tout comme le droit à l'IVG qui n'est pas jamais entièrement acquis, puisque la réaction est toujours prête à reprendre des droits que nous avons arrachés dans la lutte. Cette lutte, justement, elle nous pose la question de ses modalités. Comment est-ce qu'on lutte pour s'émanciper de l'oppression du genre ? Bon, d'une part, il peut sembler que l'identité LGBT en soi serait une contestation des normes de genre, puisque alors que tous les réactionnaires la fustigent au nom de la protection de l'ordre hétéronormé traditionnel, il peut sembler que proposer des modes de vie alternatifs soit une forme de contestation de cette famille bourgeoise et de sa morale. Bon, déjà, on l'a vu, il faut quand même un tout petit peu nuancer la famille bourgeoise, puisque sous cette forme, elle n'existe en réalité déjà presque plus, ce qui ne signifie en aucun cas la fin de l'oppression ou des inégalités.
LGBT évidemment. Aujourd'hui, en fait, la plupart des foyers, ils dérogent à la norme. C'est des mères célibataires, c'est des familles monoparentales, c'est des couples dont les deux parents travaillent, ou à l'inverse des couples où aucun des parents ne travaille. D'autre part, il faut aussi voir les limites posées par l'émancipation individuelle. Déjà, on peut se demander s'il est possible de déroger jusqu'au bout des normes de genre, même dans un modèle alternatif. En fait, il n'est pas rare de voir se reproduire les inégalités de genre et les différentes oppressions, y compris dans les familles LGBT. Certains modèles LGBT peuvent même finir par s'intégrer totalement dans les modèles genrés classiques et dans toutes les structures de la société en reproduisant des stéréotypes. Quand bien même ces biais seraient évités pour la plupart d'entre eux, on peut se demander si sortir de son identité de genre fait sortir de la société genrée. Le genre, on l'a vu, c'est une norme sociale qui est portée en fait par toute la structure de la société. Ce qui prévaut d'ailleurs dans celle-ci, en fait, c'est notamment comment on est perçu et construit par les autres et non uniquement par soi. À l'école, dans la famille, au travail, on est perçu par les autres, on est défini en partie par eux. Alors, on peut s'y opposer, on peut apporter un trouble dans le genre, mais on sera toujours rattaché dans l'ensemble à la division genrée de la société. D'ailleurs, la plupart du temps, en fait, quand on sort des normes de genre, on se retrouve de fait associé au genre dévalorisé et opprimé, c'est-à-dire en fait aux femmes ou du moins à la féminité. Oui, l'intime est politique, car en somme tout l'est. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui en ressort ? Est-ce qu'en modifiant l'intime, on modifie le politique, ou est-ce que c'est le politique qui influe sur l'intime ? Comme on l'a vu, dans les grands bouleversements de structure économique et politique vont s'opérer des bouleversements intimes, notamment de la structure familiale, de la place de chacun et chacune au sein de celle-ci. Ça ne signifie pas faire table rase à chaque fois. Il n'y a pas une forme, en fait, il y a plutôt une forme de surimpression, de survivance des modèles antérieurs, mais qui vont peu à peu s'effacer pour laisser place aux nouveaux modèles. La question est de savoir si des modèles justement sont possibles pour réduire et même pour abolir à long terme ces normes genrées. Donc, face aux normes de genre, nous on se range plutôt du côté de celles et ceux qui luttent collectivement à la transformation de la société et de ses normes, mais aussi de toutes celles et ceux qui luttent contre toutes les oppressions. Si du coup on est évidemment de toutes ces luttes, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en voir les limites politiques, ça ne veut pas dire non plus qu'il faudrait les repeindre en rouge, comme si en tant que telles, elles ne pourraient qu'aboutir à une confrontation directe avec la classe dominante et la bourgeoisie. Il ne faut pas sous-estimer par exemple la capacité d'intégration du capitalisme. Le capitalisme en Amérique du Nord et en Europe, il a été capable peu à peu de concéder certains droits aux femmes, certains droits aux personnes LGBT, voire de promouvoir une certaine forme de féminisme Startup Nation. Bon, il n'y a qu'à voir les chars de la police ou des grandes multinationales à la Pride, ou des personnages comme Marlène Schiappa ou Gabrielle Attal. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin pour décrire les limites de leurs avancées féministes et LGBT évidemment. Le capitalisme, il a été plus ou moins capable en fait de concéder la pleine égalité bourgeoise aux femmes, en gros dans la loi, de démanteler la législation répressive envers les personnes LGBT, tout en fait en augmentant les inégalités de classe, ce qui a inexorablement élargi le fossé entre les femmes et les LGBT des différentes classes sociales plutôt que de le combler. Ça a même intensifié l'oppression sociale des femmes et des LGBT de la classe ouvrière, de telle manière par exemple qu'une prise en charge des enfants aisément accessible aux femmes de la classe moyenne est en fait devenue une bataille encore plus difficile pour les femmes de la classe ouvrière. Ces luttes collectives visant à l'émancipation et à la lutte contre les oppressions, elles sont positives, mais ce n'est pas tant leur caractère massif, non, qui garantirait nécessairement leur succès, mais plutôt la façon dont ils conçoivent et construisent le rapport de lutte. Confrontée à un mouvement qui affronte le capital, la classe dirigeante, elle peut très bien choisir de laisser passer l'orage des masses dans la rue, notamment si la classe ouvrière n'utilise pas son pouvoir collectif pour la défier. Si on admet que les structures économiques et sociales elles sont maîtrises de modèles familiaux, de la reproduction des oppressions et de la domination, et que le système capitaliste y reste porteur de ces oppressions, il faut se demander du coup si d'autres modèles de production peuvent être porteurs d'émancipation et de bouleversement dans les rapports sociaux. Nous, on pense que la classe ouvrière elle est porteuse d'un projet émancipateur, non seulement pour elle-même, mais aussi pour l'ensemble de la société. Face à une forme d'émancipation politique des femmes et des personnes LGBTI qu'on peut connaître aujourd'hui et qu'on a pu obtenir sur certains points par la lutte, on constate que ça ne suffit pas du tout à une émancipation réelle des femmes aujourd'hui, ni à l'obtention d'une réelle égalité.
Comme le disait Alexandra Kollontai, je vais la citer, la lutte pour les droits politiques, pour le droit à obtenir des doctorats et d'autres diplômes universitaires, et pour l'égalité des salaires pour le même travail, ne sont pas le dernier mot de la lutte pour l'égalité. Il faut se libérer des chaînes pesantes des formes actuelles de la famille qui sont dépassées et oppressives. Pour les femmes, la solution à la question familiale n'est pas moins importante que la réalisation de l'égalité politique et de l'indépendance économique. Sachant que tout ça, les droits et tout acquis sont d'ailleurs pas du tout acquis à une échelle mondiale. Ce qu'on peut noter déjà, c'est que le prolétariat en lutte, il ne s'est jamais seulement préoccupé des conditions de travail, nous déplaise à Fabien Roussel. Le prolétariat en lutte, il est vecteur d'un projet pour toute la société, y compris pour les droits des LGBT, les droits des femmes. Et ça, on peut le voir dans différents exemples historiques, au nom de la Commune de Paris, de mai 68, de juin 36 ou des printemps arabes. Mais là où c'est sans doute le plus visible, c'est dans la lutte des révolutionnaires russes et du prolétariat pendant et juste après la Révolution, puisque les bolcheviks au pouvoir en Russie, ils ont tenté de résoudre le problème de la question familiale en mettant en place des mesures d'urgence dès 1917. Ils mettent en place des maternités publiques, des crèches, ils autorisent aussi l'avortement, plus de 150 ans avant toutes les démocraties bourgeoises occidentales, et ça s'accompagne évidemment d'une égalité politique immédiate. Le droit de vote, la participation à la vie politique, et pour permettre aux femmes d'exercer réellement ces droits, il faut justement leur permettre de sortir du foyer, et donc ils autorisent le divorce, ils dépénalisent l'adultère et l'homosexualité. Et même l'architecture bolchevique des années 20, c'est une révolution, puisqu'on met en place des espaces réduits pour la cellule familiale, mais des espaces immenses pour les espaces communs. Pour les enfants, des espaces de jeu, des cantines pour manger ensemble, des bibliothèques et des salles de cours du soir, des laveries, etc. En fait, le but, c'est d'encourager les femmes et les enfants à avoir accès à l'espace public et à sortir de la cage de l'intimité. Il ne s'agit pas, bien sûr, de réduire la question des oppressions à la révolution, comme si c'était d'un coup de baguette magique ce qui allait tout résoudre, mais en faisant table, en gros, rase du passé. En tant que processus historique, la révolution, elle s'inscrit dans un contexte déjà marqué par l'exploitation de la classe ouvrière et les oppressions de toute une partie de la société. Cependant, en bousculant les rapports de production, le prolétariat en lutte pose les bases de la disparition de la famille, notamment par la mise en commun de toutes les tâches domestiques et la disparition des séparations genrées au travail. Pour nous, on pense que c'est ça qui permettrait en fait peut-être véritablement à des identités libres d'apparaître et de se développer. En tout cas, aux personnes surtout de pouvoir vivre dans un cadre libéré des structures de genre préconçues. En attendant, ça ne veut pas dire qu'on doit attendre la révolution pour se préoccuper de comment on combat les LGBTI-phobies. Et c'est pour ça que dès à présent, il faut bien sûr se mobiliser face aux attaques réactionnaires comme les mesures transphobes qui sont proposées au Sénat. C'est aussi nécessaire dans ces mouvements de faire le lien avec les attaques antisociales comme le sous-investissement des services publics qui touche toujours en premier lieu les femmes et les personnes LGBT, qui est une politique qui est menée quand même par la bourgeoisie en même temps que les attaques réactionnaires. Et c'est bien parce qu'il y a peu de moyens qui sont investis dans la santé que les transitions elles sont actuellement aussi difficiles. De plus, aujourd'hui, les personnels de santé ils ne sont pas toujours nécessairement formés pour pouvoir accueillir et accompagner les personnes trans dans leur parcours, toujours faute de moyens et de priorités de la part du gouvernement. C'est aussi pour ça qu'en fait, défendre des revendications comme la libre circulation et l'ouverture des frontières pour permettre l'accueil des personnes qui fuient leur pays là où ils et elles sont menacés en raison de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle, c'est aussi une manière en réalité de porter des politiques pour se battre contre la LGBTI-phobie. L'ensemble de ces revendications, elles sont importantes à défendre dès aujourd'hui, mais pour autant, et on le constate aujourd'hui partout dans le monde, notamment avec la question de l'IVG, mais pas uniquement bien sûr, rien n'est jamais définitivement acquis dans le système capitaliste. Alors c'est pourquoi nous, on pense que si on veut pouvoir vivre dans une société qui soit débarrassée des oppressions, il n'y aura pas de raccourci, on devra renverser la société capitaliste dans son ensemble. Et dans les moments révolutionnaires, on assiste à une remise en cause de l'ordre social dans son ensemble, de cet ordre social capitaliste qui charrie la division, l'individualisme, la concurrence entre toutes et tous. Et cette remise en cause, elle implique des millions de personnes pour décider par elles et eux-mêmes, et ça ne s'arrête pas après la Révolution. En fait, une fois qu'il y a des millions de personnes qui sont mises en mouvement, qui peuvent faire de la politique, elles se mettent à porter des bouleversements sociaux partout, qui pourront, en tout cas nous c'est ce qu'on pense, faire émerger une société qui soit débarrassée de l'exploitation, mais aussi des oppressions.